Les Vases d'Ussé, tome 5, Jamais loin de toi, suite. Jeudi 6 novembre 2014. Ils se levèrent tôt pour le programme de la journée, au centre duquel était le piton de la Fournaise. À 7h30, après avoir traversé le Tampon, la plaine des Cafres et Bourmurat, ils étaient passés dans une forêt de cryptomérias et de conifères, avec quelques espaces réservés au pique-nique. Ils s'étaient arrêtés brièvement au Nez de Bœuf pour admirer la vue plongeante sur la vallée de la rivière des Remparts et les montagnes prisonnières des nuages. Le paysage s'était ensuite mué en un curieux mélange de landes aux beaux dégradés de vert et gris et de chaos de basalte. Puis soudain, devant eux, apparut la plaine des sables et son sol de scories aux reflets mordorés et rouges. Elle leur offrit un panorama lunaire et sensationnel à près de 2500 mètres d'altitude, d'où surgissaient des cônes, des pitons et d'autres curiosités géologiques après que les nuages fugitifs se furent estompés. « J'ai vraiment l'impression d'être dans un désert ou sur la Lune, dit François. Tu n'as pas tout à fait tort, c'est un désert unique, formé par l'activité volcanique. Aucune végétation en apparence, que du minéral à perte de vue. Tu sais que si tu ne m'avais pas parlé de la Réunion il y a 5 ans, je n'aurais peut-être pas pensé à y venir. Mais je ne regrette pas. Cette île est incroyable, mais c'est surtout parce que j'y suis avec toi. » Il l'attira à lui et l'étreignit avec force, couvrit son visage et son cou de baisers. « Tu as changé ma vie, Éléonore. Avec toi, je suis bien. Depuis 15 ans, je suis heureux parce que tu es près de moi. Je t'aime à la folie et je te désire comme au premier jour. Moi aussi, François. Je t'aime passionnément, tu es toute ma vie. » Étroitement enlacés, ils s'embrassèrent fougueusement. Ils avaient envie de se fondre l'un dans l'autre. Un bruit de portière de voiture les interrompit. Les amoureux rejoignirent alors leur voiture pour poursuivre leur programme de visite. 5 kilomètres plus loin, après avoir traversé la plaine des sables, puis un contrefort parsemé de roches multicolores de formes diverses, ils parvinrent au pas de Bellecombe, qui était le terminus de la route. Éléonore sortit leur sac à dos contenant leur pique-nique, de quoi boire et de quoi se protéger du soleil, un pull et un coupe-vent au cas où. Au sommet du rempart, ils surplombaient l'enclos Fouquet. Le panorama le long du belvédère était magnifique. Ils continuèrent vers l'unique accès au volcan, une porte métallique fermée les jours d'éruption. Après 3 ans et demi de repos, une brève éruption s'était produite le 21 juin. Une fissure éruptive s'était ouverte près du sommet, laissant filer 2 coulées de lave sur le flanc sud-est du volcan. La randonnée commençait à cet endroit. Ils descendirent les marches jusqu'à l'enclos Fouquet et son paysage lunaire. L'exploration proprement dite commençait par le Formica-Leo, le premier cratère, situé juste en face du sentier. Ils profitèrent du chemin relativement plat qui traverse l'enclos, marchant sur de la lave sèche, en suivant le balisage blanc jusqu'à la chapelle Rosemont. À partir de la chapelle, ça ne s'arrêta plus de grimper jusqu'au sommet, une montée ardue sur un terrain rendu inégal par les différentes coulées de lave. Mais en prenant de la hauteur, ils découvrirent des paysages grandioses qui leur firent oublier les difficultés de l'ascension. Au bout d'1 heure et demie, ils arrivèrent au cratère Dolomieu. « C'est un truc de fou, dit François. Nous avons visité des tas d'endroits ensemble, mon amour, mais marcher sur un volcan encore actif pour en atteindre le sommet, c'est une émotion très particulière. » Ils restèrent une bonne heure en haut à contempler le panorama, puis ils y firent leur pause déjeuner dès 11h30 avant de prendre le chemin du retour jusqu'à la voiture. Comme il était encore tôt, ils décidèrent de pousser jusqu'à la plaine des Palmistes, en passant par le col de Bellevue. La route après le col leur offrit de superbes points de vue sur les pitons recouverts de verdure du centre de l'île. Ils firent un crochet par petites plaines, au pied des remparts à pic de la forêt de Bébourg, repérant au passage quelques cases anciennes au bord de la route. Ils traversèrent la plaine des Palmistes, un agréable village, calme et fleuri. François prit la route forestière de Bébourg-Bélouve et se gara à la fin de la portion accessible en voiture. Main dans la main, ils prirent la direction du gîte. La forêt de Bélouve, en partie primaire, était remarquable dès les premiers mètres, très verdoyante avec des arbres majestueux. Ils prirent la première piste à gauche qui montait légèrement et cheminait dans la belle végétation luxuriante. À la fin de la piste, ils arrivèrent à un point de vue sur le site de Salazie. Un kiosque était disponible sur place. « Dommage que ce ne soit pas un guétali. »
J'aurais pu profiter de la situation, dit François en étreignant Éléonore. Moi aussi, j'ai très envie de toi, mais là, ce n'est vraiment pas possible. Peut-être que nous trouverons un endroit propice plus loin, ou pas. Dans ce cas, retour à notre bungalow. Ils prirent alors à droite le sentier de la Tamarinet, qui passait près de quelques plantations de fangeants. Ils retrouvèrent ensuite la piste, puis la route forestière qui les ramena au sentier de départ, puis au parking. À 17 heures, ils étaient dans leur bungalow. Ils se déshabillèrent à la hâte pour assouvir le désir qui les taraudait depuis leur balade dans la forêt. Leurs ébatorides ne passèrent pas inaperçus, en particulier du personnel qui arrivait pour préparer le service du soir. Vendredi 7 novembre 2014. Éléonore s'était levée tôt et était allée faire sa séance de yoga et de méditation au bord de la piscine pour ne pas réveiller François. Elle était à la moitié de son objectif de 1 kilomètre en crawl dans la piscine quand il vint la rejoindre. Après avoir pris leur douche et avoir revêtu des vêtements décontractés, t-shirt et bermuda pour François et pour Éléonore, la petite robe fleurie que son mari avait aimée à Lecce, ils allèrent prendre leur petit déjeuner. Le programme du jour était de faire le tour du sud de l'île. Ils rejoignirent la côte est, la côte au vent, à Saint-Benoît, la sous-préfecture de l'île. Ils avaient préféré passer par Saint-Louis, la plaine des Cafres et la plaine des Palmistes pour les paysages, même si le trajet était un peu plus long. Ils firent une courte halte à Sainte-Anne pour voir son église qui leur fit penser au facteur cheval par son style barocco naïf. « C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir vu cette église dans un film, dit François. Un film de Truffaut. Oui, tu ne te trompes pas, elle apparaît dans La Sirène du Mississippi. C'est là que se déroule la cérémonie de mariage. » Leur arrêt suivant fut pour le pont suspendu au-dessus de la rivière de l'Est, l'un des cours d'eau les plus dangereux de l'île pour ses crues dévastatrices au nord de Sainte-Rose. Ce pont, le plus grand pont suspendu de l'île, était fermé à la circulation mais classé depuis peu. Ils y firent une courte promenade en amoureux pour admirer l'impressionnante vue sur la rivière qu'ils surplombent de plus de 80 mètres. À partir de Sainte-Rose, fortement marquée par le volcan, comme Saint-Philippe, commençait la route des laves. Ils firent une petite pause à la ravine glissante sous les Vacoas, un petit coin tranquille pour un câlin, avant de repartir vers Piton-Sainte-Rose, où avait eu lieu la coulée de lave de 1977, année où la lave avait traversé le village, détruisant des maisons et une station essence, et où un bras de lave s'arrêta devant l'église, désormais appelée Notre-Dame-des-Laves. La coulée avait encerclé l'église, y avait pénétré un peu, mais sans parvenir jusqu'à l'autel, ce qui avait été considéré comme un miracle, car la puissance de la lave en fusion aurait dû enflammer l'édifice, ce qui ne s'était pas produit, seul le sol et les vitraux ayant explosé. Après avoir fait le tour de l'église, Éléonore et François poursuivirent leur route jusqu'à l'anse des Cascades. Le site abritait un petit port de pêche et de multiples petites cascades coulant sur les falaises alentour. Le petit restaurant du port étant fermé le vendredi, le couple déjeuna à l'aire de pique-nique aménagé sous la splendide cocotteraie. Les amoureux empruntèrent ensuite une partie du sentier qui rejoignait Piton-Sainte-Rose pour se balader entre l'océan et les cascades. Un peu plus loin, ils trouvèrent la Vierge au parasol, une statue mariale placée dans les champs par un propriétaire de bois blanc pour protéger ses récoltes. Une coulée de lave avait en effet un jour traversé ses terres et brûlé ses champs, mais la statue était miraculeusement restée en place, épargnée par la lave. Un parasol en fer était censé la protéger des retombées d'une éruption trop violente, mais improbable, le Piton étant un volcan effusif. Des centaines de cierges et de bouquets de fleurs étaient déposés au pied de la Vierge protectrice. Juste après se trouvaient les coulées de lave de 1998, 2002, 2004 et 2005. Les premières s'étaient immobilisées à quelques mètres de la Nationale 2 après une éruption de plus de 6 mois qui avait donné lieu à la formation de 3 petits cratères, dont le Piton Kapor. Les suivantes avaient atteint ou coupé la route, rejoignant l'océan, agrandissant l'île de plus de 2 hectares. À peu près 4 kilomètres plus loin, l'éruption de 2007, l'éruption du siècle, avait entraîné l'effondrement du cratère Dolomieu et les coulées avaient rejoint la mer, créant une plateforme de plus de 30 hectares et de nouvelles plages. Et un peu plus loin, celle de 1986 avait elles aussi coupé la route au lieu dit Takamaka et au niveau de la ravine du Tremblay.
Le noir des anciennes coulées accentuait les contrastes du vert de la végétation et du bleu de l'océan. Ils atteignirent Saint-Philippe vers 15 heures. Le village semblait avoir été protégé des méfaits du progrès, sans doute à cause de la présence du volcan. Nichée entre le Piton, le littoral escarpé, l'océan et la forêt, la bourgade était plutôt spécialisée dans la pêche et le tressage du vacoa. Les casse-créoles y jouaient à cache-cache au milieu de la nature verdoyante et de paysages sauvages. « Je crois que c'est la partie de l'île que je préfère, dit Éléonore. « Et tu as attendu la fin de notre séjour pour m'y emmener ?» lui fit remarquer François. « On garde toujours le meilleur pour la fin, répondit-elle avec son plus beau sourire. Mais je vais te montrer un endroit très particulier, par le paysage, mais surtout par la présence d'une personne que tout le monde connaît ici. Alors, dis-moi où m'arrêter. Nous allons d'abord faire un petit détour par la rivière Langevin. Tu vas tourner à droite à la prochaine. » La route longeait la rivière et était assez longue. Après avoir demandé à François de garer la voiture sur le bas-côté, Éléonore l'entraîna sur un chemin étroit et sinueux par endroits. Mais au bout... « Mon amour, c'est vraiment magnifique, dit-il en l'embrassant. C'est à mon avis la plus belle cascade de la Réunion, mais malheureusement impossible d'y être seul, même en semaine. Et la baignade y est interdite à cause des brusques montées d'eau dues à la centrale hydroélectrique. Ce n'est pas grave, assura-t-il. Il y a peu de monde tout de suite. Je peux quand même t'embrasser et te caresser, même si c'est frustrant de ne pas aller jusqu'au bout. Après avoir mis ce projet à exécution, ils redescendirent jusqu'à la voiture, et Éléonore le guida jusqu'au cap Méchant. « Alors, c'est là qu'est ta nouvelle surprise ?» demanda François. « Oui, parce que le cap Méchant est un ancien repère de pirates qui cachaient leur butin, notamment des barils de rhum. Donc, il y a plein de légendes et de mythes autour de cet endroit. Mais c'est surtout le panorama qui vaut le coup. Il semble même irréel avec le bleu profond de l'océan et le noir des coulées de lave. La côte est déchiquetée avec des points de vue sauvages et spectaculaires. Il faut aussi imaginer ces falaises noires formées par la lave du volcan sous la brume par mauvais temps. » Et effectivement, il en prit plein les yeux avec les vagues impressionnantes qui déferlaient sur les falaises, la superbe végétation du lieu et les majestueux pailles-en-queue qui volaient au-dessus du site. Juste au-dessus de l'eau, la roche volcanique était comme dépigmentée et couverte de lichens. L'atmosphère lui parut un peu étrange, d'autant qu'une espèce de graminée formait un tapis mousseux à la lisière de la forêt de pandanus avec leurs racines aériennes. Il suivit avec Éléonore un joli sentier avec de beaux points de vue sur la falaise, notamment un passage sous roche. Sur le chemin du retour, la jeune femme semblait pensive. « À quoi songes-tu, chérie ? Il manque quelque chose aujourd'hui au Cap pour l'ambiance mystique. D'habitude, elle est là, répondit-elle en approchant de l'endroit où ils avaient pris le sentier. Qui ça ? La dame du Cap Méchant. Je t'ai parlé de mythe tout à l'heure à propos de cet endroit. Eh bien, elle en fait partie. Cette femme prêche sa bonne parole sans discontinuer, chaque jour, 10 heures par jour depuis près de 20 ans. Elle s'appelle Élise Colette et doit avoir près de 60 ans aujourd'hui. Beaucoup l'appellent la folle du Cap Méchant, d'autres la dame du Cap Méchant. Selon elle, tout ce qui arrive de négatif est la vengeance du diable. Le chikungunya, par exemple, c'est la vengeance du diable. Et toi, médecin, tu es son complice. Certains évoquent le datura comme cause de son délire. Tiens, regarde là-bas. C'est elle avec ses crocs roses aux pieds, sa petite veste grise, son sweat délavé. La vedette du Cap était en effet là, en train de prêcher la bonne parole, avec un débit incroyable, moitié en créole et moitié en français, et ce qui rendait la compréhension du message parfois difficile. Toutefois, Éléonore tenta de parler avec elle. Elle l'écouta attentivement pendant un long moment, puis se lança. « Élise, vous avez des enfants ?» Et là, elle raconta de manière très claire avoir été mariée pendant 20 ans et avoir 2 enfants, un fils, Thierry, et une fille, Gracieuse, chez qui elle vivait aujourd'hui, avoir rejoint l'Église universelle du Royaume de Dieu en 88 et être devenue la messagère de Dieu avec la responsabilité de déranger le démon. Elle avoua clairement que sa fille ne la comprenait pas et ne l'écoutait pas. Elle n'était pas déconnectée du monde puisqu'elle regardait les informations à la télé pour savoir ce qui se passait dans le monde et les reportages pour connaître d'autres cultures. Elle donna même son avis sur certains événements avec des arguments assez cohérents. Elle déclara refuser d'aller chez le médecin ou de prendre des médicaments
car elle serait toujours sauvée. Elle était une merveille de Dieu et courageuse. Elle connaissait le surnom de folle que les gens lui donnaient. Il y a des personnes qui disent que je suis folle, mais elles sont possédées. Je ne peux pas leur en vouloir. D'ailleurs, en médecine, on ne dit pas folle, mais malade mentale. Éléonore finit par clore la conversation en remerciant Élise. Ce n'est qu'arrivée à la voiture qu'elle demanda son avis à François sur ce personnage étonnant. « Je ne suis pas psychiatre, dit-il en riant, mais ça ne tourne pas toujours rond. »« Ça ne m'étonne pas que tu dises ça, complice du diable, rétorqua-t-elle en cherchant ses lèvres. Et depuis que je t'ai rencontré, j'ai le diable au corps. Je ne peux plus me passer de toi. » Éléonore et François arrivèrent enlacés au bord de la piscine de l'hôtel. La jeune femme portait un bikini émeraude sur lequel elle avait noué un paréo tahitien et avait mis une fleur de frangipanier derrière son oreille gauche. Elle attirait tous les regards. Elle n'y portait pas attention. Elle enleva son paréo et entra dans l'eau pour enchaîner les longueurs avec François. Après avoir fait l'équivalent d'1 kilomètre, elle s'arrêta. Son mari s'était interrompu depuis un moment et la contemplait. Elle le rejoignit et s'accrocha à son cou pour un long baiser. Elle sortit de l'eau sous l'œil admiratif de tous les mâles présents et s'essuya rapidement. François s'était installé en tailleur sur son transat. Elle vint s'installer entre ses jambes, le dos face à lui. Ils restèrent un long moment l'un contre l'autre, François entourant les épaules de sa femme. « Si nous allions boire notre cocktail, proposa François. « Si tu veux. » Elle se leva et remit son paréo et sa fleur derrière l'oreille, et ils se dirigèrent vers le bar. « Madame Vasse, on dirait une Tahitienne comme ça. »« Une Tahitienne blonde. Je connais assez bien Tahiti. Et ce n'est pas fréquent, répondit-elle avec son sourire qui désarmait tous les hommes. Mais si ça vous fait plaisir. Cependant, il manque la musique. Mais si vous voulez, je peux mettre de la musique tahitienne, et vous pourrez danser si ça vous chante. Ne la mettez pas au défi. C'est une spécialiste de la danse tahitienne, intervint François. Raison de plus alors. Le serveur mit une musique d'Aparima. Éléonore commença par siroter son cocktail, puis se mit à danser. François la contemplait en souriant. Tous les yeux étaient fixés sur le balancement des hanches de la danseuse. « Si vous voulez voir quelque chose que vous ne pouvez voir qu'à Tahiti, mettez un otea, un morceau avec des percussions, » a dit François au serveur. « Un quoi ?»« Un otea. » François sortit son smartphone et lui montra quel type de morceau mettre. Pendant ce temps, Éléonore dansait toujours sur la parima. À la fin du morceau, le serveur mit un otea. Éléonore changea de rythme en fonction des percussions. Les mouvements de son bassin et de ses fesses, Farapou et Rourou, alternaient entre lents, rapides, voire très rapides, debout, accroupi ou à genoux, entre lesquels s'intercalaient des ondulations du corps, le balancement du bassin et les mouvements de bras laissant les spectateurs bouche bée. Comme si de rien n'était, elle s'arrêta et finit son cocktail. Puis elle fit un grand sourire au serveur. « Désolée, mais il faut que nous allions nous changer pour dîner. Nous en profitons pour vous dire au revoir et merci pour tous ces excellents cocktails, car demain soir, nous repartons chez nous. Notez-moi votre nom et votre adresse sur un papier. Je demanderai à Robbie de vous envoyer un autographe, la prochaine fois que je l'aurai au téléphone. En principe, au jour de l'an. Vous feriez ça ? Pourquoi pas ? Il s'empressa de s'exécuter et lui donna le papier. Il regarda Éléonore et François s'éloigner en souriant. Le couple revint au restaurant pour la soirée créole un peu après 19 heures. Lui en costume beige sur un t-shirt blanc, elle dans une robe vert émeraude en satin à emmanchure américaine, les cheveux tirés en un chignon de danseuse et de longs pendants d'oreilles avec des émeraudes et des diamants que lui avait offert François il y a des années. Le repas du vendredi soir était un buffet créole et était animé par un groupe de musiciens et de danseuses de Sega et de Maloya. La soirée se déroula dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Elle n'était pas réservée qu'aux clients de l'hôtel, mais était également ouverte aux personnes extérieures. Éléonore regarda attentivement les danseuses du groupe s'imprégnant de la musique et des pas. Elle fut un peu surprise quand l'une d'elles vint la chercher pour se joindre à elle. Puis elle aperçut le serveur du bar qui lui faisait signe. Elle comprit d'où venait l'idée de la faire danser. Elle les suivit au départ, comme toute danseuse qui apprend une chorégraphie, et au bout de quelques phrases, son corps avait mémorisé les mouvements au grand étonnement du groupe. Elle dansa avec eux sur 2 titres, puis elle revint s'asseoir auprès de François. Elle ne retourna sur la piste de danse que lorsqu'elle put danser avec l'amour de sa vie, son partenaire habituel et quasiment exclusif.
Et là, ce fut du Zouklov. Leurs corps étaient connectés, se suivant, s'entremêlant pour ne former qu'un au rythme de la musique. Dans le Zouklov qu'ils dansèrent, leurs déhanchés étaient très marqués. L'ensemble de leurs mouvements était effectué sur place de manière très charnelle, leurs corps très serrés. Le fait d'être mariés et habitués à danser ensemble facilitait les positions très rapprochées dans une danse qui était très sensuelle, voire plus aux yeux de certains. Ils introduisirent des pas de rumba à leur danse préférée à tous deux, la danse de l'amour. Ils ne se lâchèrent pas des yeux un seul instant. Samedi 8 novembre 2014. Pendant cette dernière nuit à La Réunion, ils avaient longuement fait l'amour, ce qui n'empêcha pas Éléonore de se lever tôt pour faire sa séance quotidienne de yoga et des longueurs de piscine. François, lui, dormait encore lorsqu'elle revint à 7h30. Encore humide, après ses longueurs de piscine, elle ôta son bikini et se colla à lui. La fraîcheur de sa peau eut pour effet de le réveiller aussitôt. « Mais c'est vrai que tu as le diable au corps, lui susurra-t-il en se retournant. « Je n'y peux rien. Dès que je te vois, je m'enflamme. »« Pas de problème, je vais éteindre cet incendie. » Et il se leva, l'attrapa dans ses bras et l'emmena sous la douche. « Avec un peu d'eau, ça devrait s'arranger, dit-il, moqueur. » Mais il commença à l'embrasser et la caresser. Elle ferma les yeux et s'abandonna avec délice aux caresses et aux baisers de François, qui sentit une douce chaleur monter dans son ventre. Elle frissonna au contact des mains de son mari qui suivaient les courbes de son corps et ne put retenir ses cris quand il atteignit son clitoris. Elle arrêta le mitigeur et prit du gel douche au creux de sa main qu'elle fit glisser sur le corps de son homme depuis les épaules jusqu'aux cuisses et remonta en se frottant à lui pour atteindre sa bouche et l'explorer. Elle reprit un peu de gel pour savonner son sexe en érection. Mais à son tour, François prit un peu de gel et fit glisser ses mains de son dos à ses fesses avant de la faire pivoter pour se retrouver derrière elle et laisser ses mains effleurer ses seins puis descendre jusqu'à son ventre. Il laissa couler l'eau sur eux pendant quelques secondes en jouant avec son bouton érigé. Des vagues de jouissance déferlèrent soudain en elle. Il la pénétra alors impatient. À chaque fois qu'il plongeait en elle, elle tendait son corps vers lui pour le sentir au plus profond de son ventre, jusqu'à ce qu'il s'abandonne à la voluptueuse décharge avec des cris de jouissance irrépressibles, mêlés aux gémissements de sa partenaire. Comme la veille, ils revêtirent des tenues décontractées, tous deux en blanc, et allèrent prendre leur petit déjeuner. Éléonore portait une courte jupe blanche avec un top de même couleur à encolure bardeau volonté, mettant en valeur son hâle. Ils portaient tous les deux les traces de leurs ébats amoureux. Le couple en profita pour faire ses adieux au personnel présent, puis retourna à boucler ses valises. Éléonore glissa dans le sac cabas qu'elle prenait souvent pour ses voyages en avion les documents indispensables, une pochette contenant leur brosse à dents de voyage et un petit tube de dentifrice, ainsi qu'un paquet de lingettes. Elle mit sur le dessus de la valise cabine des vêtements et des chaussures plus adaptés pour leur arrivée à Paris. Pour une fois, elle avait remplacé une des deux habituelles valises cabine par une grande valise, du fait qu'ils avaient cumulé le voyage à Séoul et celui de la Réunion. Puis ils allaient régler leurs notes. Leur vol de retour était à 21h45. Ils avaient donc la journée devant eux et commencèrent par se rendre à Saint-Pierre qu'ils n'avaient pas encore visité. Le centre-ville de la sous-préfecture de Lille était très animé, avec d'innombrables petits commerces dans un dédale de ruelles. Leurs pas les menèrent à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, une église du XVIIe siècle au niveau de laquelle ils prirent la rue des Bons Enfants jusqu'à la mosquée Atiab-ul-Masajid, une des principales mosquées de la Réunion. Ses couleurs sobres et son haut minaret en faisaient un édifice imposant. Ils suivirent la rue jusqu'au bout, puis obliquèrent vers la rue du Père Favron, avant de s'engager dans l'allée du Puy pour voir le premier des deux temples tamouls de la ville, le Sri Mahabhadra Karli, qui se trouvait au coin de l'allée donnant sur la rue Mahatma Gandhi. Ils continuèrent dans cette rue et arrivèrent en vue du second temple, Narasingha Perumal. Ces deux temples tamouls étaient ornés d'un nombre incalculable de couleurs et de sculptures. De là, ils rejoignirent le marché forain, sûrement le plus beau marché de l'île, pittoresque et des paysans, et qui avait justement lieu ce samedi matin sur le front de mer. Ils suivirent ensuite le boulevard de l'île, jusqu'au port de Plaisance, où ils se promenèrent, en faisant le tour de la digue, avec une belle vue sur la plage d'un côté et sur l'océan de l'autre. Ils déjeunèrent dans un restaurant proche de la plage avant d'aller y poser leurs serviettes. Cette plage de Saint-Pierre était superbe avec un large banc de sable
et même si le lagon n'était pas très grand, ils purent y admirer des fonds assez remarquables. Comme des douches étaient à disposition, ils purent aisément se débarrasser du sable et du sel, avant de se laisser sécher au soleil. Ils y restèrent uniquement le temps de sécher, car ils s'y trouvaient aux heures les plus chaudes de la journée. Ils arrivèrent à Saint-Denis à 16h30 et garèrent la voiture dans un parking proche de la cathédrale. Ils flânèrent dans les rues du centre-ville, surtout intéressés par les vieilles maisons créoles, souvent précédées d'élégantes grilles d'entrée. Ils passèrent à proximité de la mosquée Nour-e-Islam, qui avait longtemps été la plus ancienne mosquée de France avant l'intégration de Mayotte. Ils récupérèrent la voiture pour se diriger vers l'aéroport, la restituèrent avant d'aller dîner dans un restaurant tout proche et à 10 minutes de marche de l'aéroport. Dimanche 16 novembre 2014. Lisa avait voulu se présenter aux auditions du Youth American Grand Prix, un des plus grands concours de danse internationaux pour les jeunes danseurs amateurs en classique et en contemporain, fondé en 1999 par deux anciens danseurs du ballet du Bolchoï, Larissa et Gennady Saveliev. Son objectif était de gagner sa place pour participer à la finale qui aurait lieu à New York en avril 2015. Lisa s'était inscrite pour une variation en classique et une variation en contemporain. Et pour qu'elle se ménage un peu, Éléonore lui avait demandé de choisir une variation en classique qu'elle pourrait également présenter au concours Nijinsky. Elle avait donc concouru en catégorie junior comme soliste sur une variation de 2 minutes 30 minimum du répertoire classique sur la liste fournie par les organisateurs. Son choix s'était porté sur une variation de la Esmeralda, sur la musique de Cesare Pugni et la chorégraphie de Marius Petipa. Pour la variation contemporain, elle avait choisi Kissing You par un quartet à cordes que sa mère avait chorégraphié des années auparavant. Ces demi-finales ayant eu lieu du 13 au 16 novembre au théâtre de Rueil-Malmaison, sa mère n'avait pas pu l'accompagner sur toute la durée. Claudia avait pris le relais en tant que professeure de danse contemporaine. Éléonore n'avait pu venir que le samedi et le dimanche avec François, là tous les deux pour le verdict, et avait aussi pu voir danser leur fille. Et l'adolescente s'était une fois de plus qualifiée en se classant 2e en classique et 1re en contemporain. Si Lisa était heureuse du résultat, sa tante Claudia, elle, était folle de joie. « Eh bien, je crois que nous sommes bons pour aller à New York du 10 au 15 avril prochain. Et Claudia, tu seras du voyage, avec lui bien entendu, dit Éléonore. Enfin, si vous le souhaitez. Seulement, ça ne tombe pas pendant les vacances scolaires. Il me semble qu'elles sont du 25 avril au 11 mai. Même pour moi, je sens que ça va être coton. Encore que mes étudiants seront en stage à partir du 12. Il faut que je vérifie. Moi, je peux m'arranger pour travailler avec Graham cette semaine-là, en version allégée ou en travaillant le soir tard, assura François. Si lors des demi-finales en France, Lisa avait concouru sur la Esmeralda en classique et sur Kissing You en contemporain, pour la finale de New York, cela n'était pas une obligation. Mais il était préférable que la variation soit la même que celle présentée à la demi-finale, et c'était ce qu'elle avait prévu. Jeudi 12 décembre 2014. Depuis la veille, François assistait au congrès de la SNFMI qui avait lieu au centre des congrès de la Villette à Paris. Il était rentré le soir à 20h et Éléonore l'avait accompagné à la gare ce jeudi matin à 6h30. « J'ai hâte de te rejoindre ce soir à l'hôtel. Cette fois, c'est moi qui prendrai le train pour te rejoindre et dormir avec toi. Avant de dormir, il y a le gala. Nous n'aurons qu'à rentrer au plus tard à minuit, comme Cendrillon, lui répondit-elle, avec son sourire irrésistible. Allez, file, sinon tu vas rater ton train. Il la serra contre lui pour l'embrasser avant de descendre sur le quai. Éléonore alla prendre son thé en attendant l'heure d'aller à l'IFSI. Les enfants n'étaient pas seuls, Laurence était là, et ils avaient l'habitude de descendre en bus. Lisa était en 3e et Alex en 5e. Ils se débrouillaient seuls maintenant. Mais leurs grands-parents n'étaient jamais loin. Et habituellement, ils prenaient leur petit déjeuner avec leurs parents et prenaient le bus avec leur mère pour descendre à Rouen, pendant que leur père prenait la voiture pour aller à Bois-Guillaume. Ce soir, ils dîneraient avec leurs grands-parents maternels avant de rejoindre leur chambre chez eux au 2e étage. Étant arrivée très tôt à l'IFSI, elle s'était autorisée à partir tôt également, laissant sa voiture sur le parking du personnel du CHU, rue de Lyons, pour se rendre à pied à la gare et attraper le train de 16h17. Elle arriva à Saint-Lazare un peu avant 18h, et une demi-heure après, elle était arrivée à l'hôtel.
François était déjà là, qui l'attendait. Elle eut à peine le temps de laisser sa valise cabine contenant leurs affaires à tous les deux, qu'il l'avait pris dans ses bras pour la transporter jusqu'au lit. « Puisque nous devons nous doucher et nous préparer, nous pouvons toujours commencer par nous déshabiller, déclara-t-il en la couvrant de baisers. Programme approuvé sans réserve, professeur Vass, dit-elle en commençant à déboutonner sa chemise. Après avoir fait l'amour, ils se relayèrent dans la salle de bain. Quand François sortit de la salle de bain, ses vêtements étaient prêts. Éléonore était déjà habillée, d'une création d'Axel Voitier, qui depuis des années respectait le marché passé avec elle, de 2 tenues par saison, avec les chaussures, à condition qu'elle les porte dans les soirées de gala et les cérémonies comme elle l'avait fait au mariage de Tina et à celui de Steph l'année précédente. Cette fois, il s'agissait d'une longue robe dos nu couleur bordeaux, très près du corps, et une jupe à godets à partir de mi-cuisse et descendant jusqu'à mi-mollet. Elle était ravissante comme toujours, et François ne se priva pas de lui dire. Elle avait mis à ses oreilles les pendants avec les perles de Tahiti qu'il lui avait offerts lors de leur séjour à Taha. Elle avait choisi pour François un élégant costume italien gris anthracite. Ils étaient ainsi parfaitement assortis, d'autant que les boutons de manchette de François comportaient aussi une perle noire de Tahiti. Le temps s'était mis à la pluie et il faisait à peine 9 degrés. Ils avaient tous les deux endossé un manteau chaud assorti à leur tenue pour rejoindre le lieu de réception, enlacés sous le parapluie d'Éléonore. Pendant la soirée, ils avaient retrouvé les Rouennais, dont Max et Sophie. La soirée passa très vite en discussion portant essentiellement sur le thème du congrès, médecine interne et urgence, ainsi que le bon usage des thérapies ciblées et des biothérapies au cours des maladies systémiques. Il était aussi souvent question maintenant des enfants des uns et des autres, qui avaient sensiblement le même âge. Quand vint le moment de danser, tous ceux qui les connaissaient attendaient de les voir sur la piste. Ils ne s'en privèrent pas, avec une valse sur I Have Nothing, un tango sur Back to Black, un cha-cha-cha sur Could It Be Magic, quelques rumbas sur We Belong Together, Stand By Me ou encore Still Loving You. Mais ils s'étaient promis de rentrer pour minuit, et ils tinrent parole. Peu après minuit, François put enfin glisser ses mains dans le profond décolleté dans le dos de sa femme, et surtout lui enlever la robe qui faisait obstacle à son envie de la caresser. Et son désir, il le savait, était toujours contagieux pour Éléonore. La nuit serait courte pour elle, car son train partait de Saint-Lazare à 5h53. Mais peu lui importait. Elle était dans les bras de celui qu'elle aimait par-dessus tout.